Dans le marché animé de nos vies, rempli du tumulte des désirs, des angoisses et des aspirations, le bouddhisme offre une proposition radicale. Le soi, tel que nous le comprenons habituellement, est une illusion. Cela ne signifie pas que nous n'existons pas, mais plutôt que le « je » auquel nous nous accrochons, l'entité solide et immuable qui semble être au cœur de notre être, est une fabrication de l'esprit. Ce concept, connu sous le nom d'anatta ou non-soi, constitue le fondement de la philosophie bouddhiste et sert de porte d'entrée vers une profonde libération de la souffrance. Imaginez une vague qui s'écrase sur le rivage. Elle apparaît comme une entité distincte, s'élevant et s'abaissant avec une autonomie apparente. Pourtant, en l'examinant de plus près, nous réalisons que la vague est inséparable de l'océan, une manifestation temporaire d'un tout plus vaste et interconnecté. De même, notre sentiment de soi, bien que semblant réel, est une configuration fugace de pensées, de sentiments et de sensations, en constante évolution et dépourvue de toute essence permanente. L'illusion du soi découle de notre désir inné de permanence et de contrôle dans un monde caractérisé par l'impermanence et le changement. Nous nous accrochons à des expériences fugaces, essayant désespérément de les solidifier en un sentiment durable de moi. Cet attachement, cependant, est la racine de la souffrance. C'est en abandonnant ce soi illusoire, en embrassant la nature fluide et interconnectée de la réalité, que nous trouvons la vraie paix et la libération. Cette compréhension du non-soi n'est pas un déni nihiliste de l'existence, mais un profond changement de perspective. Il s'agit de reconnaître l'interconnexion de toutes choses et de réaliser que notre vraie nature n'est pas séparée du flux toujours changeant de l'expérience. Il s'agit de se libérer de la prison de l'attachement au soi et de s'ouvrir aux possibilités infinies de l'être. Pour saisir la nature illusoire du soi, nous devons explorer le cœur des enseignements bouddhistes, la coproduction conditionnée ou pratatya samutpada. Ce principe éclaire l'interconnexion de tous les phénomènes, révélant que rien n'existe isolément. Tout comme une tapisserie est tissée à partir d'innombrables fils, nos expériences, y compris notre sens du soi, découlent d'un réseau complexe de causes et de conditions. Imaginez la flamme d'une seule bougie. Son existence dépend de la mèche, de la cire, de l'oxygène de l'air et de l'étincelle initiale qui l'a allumée. Retirez l'un de ces éléments et la flamme cesse d'être. De même, nos pensées, nos sentiments et nos perceptions surgissent en fonction d'une multitude de facteurs. Expériences passées, informations sensorielles, notre état mental et physique, et d'innombrables autres variables interconnectées. La coproduction conditionnée démantèle la notion d'un « je » indépendant et auto-existant qui tire les ficelles de notre expérience. Au lieu de cela, elle révèle une interaction dynamique de causes et de conditions, façonnant et remodelant constamment notre réalité. Il n'y a pas de contrôleur central, pas de marionnettiste qui dicte nos pensées et nos actions. Cette compréhension n'est pas une simple abstraction philosophique, mais un outil puissant pour transformer notre relation à la souffrance. En reconnaissant la nature conditionnelle de nos expériences, nous relâchons l'emprise de l'attachement au soi. Nous voyons que notre souffrance, comme toute chose, est impermanente et dépend de causes et de conditions. Cette prise de conscience ouvre la porte à la libération, nous permettant de cultiver la sagesse et la compassion face aux défis inévitables de la vie. Pour éclairer davantage la nature illusoire du soi, le bouddhisme explore le tissu de notre expérience, la disséquant en 5 composantes interconnectées, connues sous le nom des 5 agrégats ou khandha. Ce sont la forme, rupa, les sensations, vedana, les perceptions, samjna, les formations mentales, samskara et la conscience, vijnana. La forme englobe notre corps physique et le monde matériel que nous percevons par nos sens. Les sensations sont nos réponses agréables,
désagréables ou neutres aux stimuli sensoriels. Les perceptions sont les étiquettes mentales et les interprétations que nous attribuons à ces sensations. Les formations mentales comprennent nos pensées, nos émotions, nos désirs et nos intentions. La conscience, le dernier agrégat, est la faculté qui fait l'expérience de ces phénomènes. En examinant ces agrégats individuellement et collectivement, nous ne trouvons aucun soi immuable et indépendant. Nos corps physiques sont en constante évolution. Les cellules meurent et se régénèrent. Notre apparence change avec le temps. Les sensations sont fugaces, elles apparaissent et disparaissent comme des vagues sur l'océan. Les perceptions sont subjectives et peu fiables, façonnées par notre conditionnement passé. Les formations mentales sont, elles aussi, impermanentes, apparaissant et disparaissant dans le flux de la conscience. La conscience elle-même, bien que semblant être un candidat potentiel pour le soi, est vide de toute essence inhérente. Comme un miroir reflétant tout ce qui apparaît devant lui, la conscience prend la forme de l'objet de sa conscience. Ce n'est pas une entité séparée et immuable, mais un processus dynamique, intimement lié aux autres agrégats. En comprenant les 5 agrégats, nous commençons à déconstruire l'illusion du soi. Nous voyons que ce que nous percevons comme un moi unifié est en réalité un composé de processus impermanents et interconnectés, en constante évolution et dépourvu de toute essence durable. Cette réalisation n'est pas censée être décourageante, mais libératrice, nous libérant de la souffrance qui découle de l'attachement à un faux sentiment de soi. Après avoir exploré les fondements philosophiques du non-soi, nous nous tournons maintenant vers l'application pratique de ces enseignements dans notre vie quotidienne. C'est là que la pleine conscience, ou sati en pali, occupe le devant de la scène. La pleine conscience, dans le contexte bouddhiste, est la pratique de prêter attention au moment présent avec une attitude de conscience sans jugement. Il s'agit d'observer nos pensées, nos sentiments et nos sensations tels qu'ils surgissent sans se laisser emporter par eux. Imaginez une rue animée de la ville. Nos sens sont bombardés d'images, de sons et d'odeurs. Nos esprits, s'ils ne sont pas contrôlés, passent d'une pensée à l'autre, pris dans un tourbillon de jugement, d'inquiétude et de désir. La pleine conscience, dans ce contexte, c'est comme trouver un banc de parc tranquille au milieu du chaos urbain. Nous nous asseyons et observons le défilé des expériences sans nous engager dans le commentaire mental. Grâce à une pratique régulière de la pleine conscience, nous développons une conscience accrue de la nature impermanente et interconnectée de notre expérience. Nous remarquons comment nos pensées apparaissent et disparaissent, comment les sentiments fluctuent, comment les sensations apparaissent et disparaissent. Cette expérience directe de l'impermanence affaiblit l'emprise de l'attachement au soi. Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées, nos sentiments ou nos sensations, mais plutôt la conscience qui les expérimente. La pleine conscience ne consiste pas à vider l'esprit ou à atteindre un état de détachement bienheureux. Il s'agit de se familiariser intimement avec le fonctionnement de notre esprit et de notre corps, en développant une relation de compassion et d'acceptation avec nous-mêmes. Il s'agit d'apprendre à surfer sur les vagues de l'expérience avec plus de facilité et d'équanimité, en reconnaissant que même les tempêtes les plus intenses finissent par passer. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre pratique de la pleine conscience et que nous commençons à voir à travers l'illusion du soi, une autre qualité apparaît naturellement, l'équanimité, ou upekkha en pali. L'équanimité n'est pas de l'indifférence ou de l'apathie, mais un état d'esprit équilibré et impartial, non perturbé par les fluctuations de la vie. C'est la capacité de faire face aux expériences agréables et désagréables avec le même calme et la même sérénité. Imaginez un lac de montagne. Par temps calme, sa surface reflète les sommets environnants avec une clarté parfaite. Lorsqu'une tempête survient, l'eau s'agite et le reflet est déformé. Pourtant, sous l'agitation de la surface, le lac reste inchangé. De même, l'équanimité est le calme inébranlable au cœur de notre être, non perturbé par les tempêtes de la vie.
Cultiver l'équanimité ne consiste pas à supprimer nos émotions ou à nier la réalité de nos expériences. Il s'agit d'apprendre à les observer avec un sentiment d'espace et de conscience, en reconnaissant qu'elles sont impermanentes et ne nous définissent pas. Il s'agit de trouver un lieu de paix et de stabilité en nous-mêmes, même au milieu du chaos et de l'incertitude du monde extérieur. L'équanimité n'est pas un état passif, mais un engagement actif dans la vie, enraciné dans la sagesse et la compassion. Elle nous permet de répondre aux défis avec plus de clarté, d'agir à partir d'un lieu de compréhension plutôt que de réactivité. Elle nous libère de la tyrannie de nos réactions émotionnelles, nous permettant de vivre avec plus de liberté et d'authenticité.